Et salut mes pépettes. Je vous prends, je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai déjà fait un petit peu de coupe avec ce genre d'outil. Je me mets la main pour que vous voyez à peu près la taille. Alors pour les moins extrêmes que moi, je recommande, comme vous pouvez le savoir, beaucoup les outils à main. Mais là je dois avouer que déjà mon petit niveau, donc je suis extrémiste, je tiens absolument à ce genre d'outils à main. La tronçonneuse c'est bien aussi. Alors oui, il y a des huiles minérales avec la tronçonneuse qui pourraient se retrouver dans le bois. Alors, je ne taille pas ces arbres là parce qu'ils en ont besoin ou parce que ça fait du bien ou quoi aux caisses. C'est juste que là derrière il va y avoir des nouvelles planches d'ouvertes. Il y a déjà tout ce que j'ai nettoyé. Il reste encore ces beaux bébés là. Je pense qu'avec lui j'en aurai pas assez là. Il va falloir que je sorte la hache. J'ai une vieille scie à branche là. Mais comme vous pouvez voir, la lame elle est rouillée, il faudrait que je l'affûte un petit peu. Je sais pas ce qui me prendra le plus de temps, affûter la lame ou de sortir la hache. Il faut que j'affûte la lame mais beaucoup plus rapidement elle. Un coup de meule et c'est fait. Pour ces bestiaux. Parce que bon, je vous mets la taille de la lame à côté. C'est plus petit que la lame. Mais pour ce qui est de faire des allers-retours de 1 cm, non, je vais pas m'amuser à ça. Donc comme je disais, c'est absolument pas pour les arbres que je taille. Regardez, ils sont en très bonne... voilà, un rameau de l'année. Ça fait... Je laisse bien voir qu'il n'y a pas de nœud d'un bout à l'autre. C'est du sol. Donc un arbre très vif. Et il n'y a pas un seul nœud qui dit... Là c'est du bois qui a un petit peu plus aouté. Là c'est du bois plus récent de la fin de saison, on va dire. On voit aouté, ça veut dire qu'il a pris un coup de chaud, il a séché un petit peu, il a commencé à faire un peu d'écorce. Très léger. Très fine couche, pardon. Donc tout ça, ça va me faire du BRF. Parce qu'on est en permaculture, donc je fais pas une seule chose pour une seule fonction. Tout ce qui est raméal, ça sera du BRF. Tout ce qui est un peu plus bois, ligneux, qui contient donc du duramen. J'essaie de vous voir ça à l'extrémité là-bas au bout. Alors, hop, on plie la lame. Je laisse pas traîner les outils, surtout les lames par terre, ça apprécie pas trop. Alors est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, pas assez de duc. Moi je vais le prendre sur la souche entre guillemets. C'est la dernière que j'ai coupée, j'ai pas encore pris le temps, vous voyez, à chaque fois je nettoie les branches au fur et à mesure. Là, j'ai pas fini, je me suis dit tiens, ça serait peut-être pas déconnant de partager ça aussi. Alors, est-ce que je vais arriver à y voir quelque chose? Non, là c'est trop haut pour moi ce coup-ci. Bon, et voilà, hop. C'est pas une coupe super propre. Donc sur le sol c'est pas évident en plus, comme il est jeune. J'essaie de vous cadrer ça. Je vois pas mon doigt, je vois pas ce que je fais, je suis à l'envers. Voilà. Donc on voit une partie très tendre au bord, juste en dessous de l'écorce. Si j'arrive à l'attaquer. Voilà. J'ai même fait un petit peu plus. Voilà. Donc là ce qui vient avec l'écorce, la partie ligneuse en plus de l'écorce. Alors le cœur c'est bien le duramen. La partie plus jeune on va dire c'est l'aubier. Et juste en dessous de l'écorce, il y a ce qu'on appelle le cambium. Et éventuellement le libère, mais ça c'est pas super évident à voir, c'est là où circule la sève au printemps. Donc le cambium c'est ce qui est important pour la greffe aussi. C'est ça qu'il faut mettre en contact entre le porte-greffe et le greffon. Il faut que ce soit le cambium. Justement ça permet au libère de libérer la sève entre l'écorce et le reste du bois. Voilà.
On peut reprendre. C'est la partie vivante du bois. Là-dedans, ça transporte, c'est plein, vous voyez, hein, ça fait des grandes fibres. J'essaie de vous en enlever quelques-unes. Ces grandes fibres, c'est comme plein de petites pailles qu'il faut monter et descendre la sève. Hein. Donc monter la sève des racines et redescendre la sève des feuilles, ce qu'on appelle la sève enrichie. Et à partir d'une certaine profondeur, on va dire, c'est quand même du bois qui est assez jeune, il a 4-5 ans maximum. Donc, il est très très vite au duramen. C'est la partie du bois qui est dure, qui sert au bois d'ouvrage ou des trucs comme ça. Et je suis en train de chercher depuis tout à l'heure la partie tendre. Voilà, c'est tombé au milieu de mes chourages, j'ai fait attention. Alors pareil, pour tailler le bois on fait toujours en deux temps. Une encoche. Alors, si c'est pour couper une branche, mettons c'est une grande branche qui est vivante, on fait une attaque si on veut tailler. Là c'est vraiment pour soigner un arbre, surtout les fruitiers. On fait une petite entaille par en dessous là, et on va couper un peu plus loin. Comme ça le poids de la branche, quand ça va vouloir se tordre et éventuellement casser, ça va casser jusqu'à là où on a fait l'entaille et ça va tomber. Si on ne fait pas cette petite entaille en dessous avant, ça risque d'arracher l'écorce, de faire ce qu'on appelle une bavette, et c'est potentiellement là que les maladies, les insectes et tout ça vont pouvoir venir habiter dans l'arbre. Donc on évite. Quand on taille un sol, enfin, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi je veux faire du tétard, donc je coupe pas les branches à fond. Je laisse toujours la place à des nouveaux nœuds de ressortir. Comme ça, ça me reproduit du bois pour les années suivantes, faire du BRF. Mais quand on veut tailler un arbre qui est encombrant, on coupe vraiment, on laisse pas ce qu'on appelle un chicot, un petit bout de bois qui sort. On coupe vraiment le plus à ras du bourrelet. Donc ce bourrelet là, il contient tout plein de cellules, on va dire par rapport aux animaux, c'est l'équivalent des cellules souches. Elles sont potentiellement ce qu'elles veulent. On les appelle pluripotentes ou omnipotentes peut-être. Ça peut devenir, quand on fait de la bouture, en fait on prend une branche, on la met en terre. Ces cellules là, quand on coupe la branche, c'est ce qui peut devenir les racines. Si on coupe là, ça peut redevenir de l'écorce, fermer la cicatrice. C'est ce qu'on voit, ce qui fait vraiment le bourrelet. Je ne sais pas si j'en ai un. Oui, si. Une vieille coupe. Pas totalement cicatrisée, mais on voit, on devine la taille du tronc, la branche qui a été coupée. Il y a déjà tout ça qui a été recouvert. Et d'ici, j'ai envie de dire 2-3 ans, on devinera même plus ce bout de bois là qui ne pourrira plus. Il sera enfermé à l'intérieur, il y aura plein de tanins dessus. Donc voilà, dans le duramen, je vais en revenir par rapport au BRF. Dans le duramen, donc dans la partie morte du bois, hein, c'est vraiment du bois mort. Hein. À l'intérieur au cœur d'un arbre vivant, la seule partie vivante c'est la partie extérieure. Ça, c'est pas de l'arbre, même si on pourrait presque. C'est des colonies, hein, colonies clonables, donc il y a une colonie de sol qui cohabite avec une colonie de lierre, là j'ai envie de dire, sur l'image. Mais là-dedans, dans le duramen, en fait c'est la déchetterie du vivant de l'arbre, la partie vivante de l'arbre. Tous les poisons, les machins, les trucs qu'il n'a pas besoin, qu'il a fabriqué pour pouvoir fabriquer du sucre, il y a ce qu'on appelle des produits dérivés, hein, ça existe aussi dans le monde industriel, de partout, même dans la nature. Ces produits dérivés qui sont plus ou moins des poisons pour lui, des tanins, des trucs comme ça, il va le mettre dans le cœur, et c'est ce qui va empêcher les champignons de se développer, les maladies. C'est vraiment tout ce qui est antioxydant, tout ça, les tanins principalement. Ça peut aussi être du poison pour nous, hein, c'est encore une fois tout est poison, c'est une question de dosage. Mais quand on prend du BRF, il est important de prendre des branches, donc BRF, bois raméal fragmenté. Raméal, ça veut dire c'est des rameaux. C'est ça du rameau, c'est du bois de l'année encore vert. Là, littéralement le bois, l'écorce est verte. Alors, ça c'est un rameau de l'année. C'est du bois de l'année. Il a fait un nœud, donc il y a peut-être 2 ans. Allez, il a tout cassé maximum, et encore c'est pas sûr. Et c'est du bois qui est souple. Donc, encore vivant. Pas du bois mort cassant comme de la branche sèche ou un tronc. Voilà. Donc le bois raméal, lui, comme vous voyez, il y a des petits bourgeons.
et toute la verdure qu'il garde dans son écorce, c'est principalement des nutriments pour très rapidement faire démarrer toute cette réserve de vie qu'il a mis dans son écorce. Le mot ne me revient pas, je vous l'incrusterai sûrement sur l'écran quand ça me reviendra ou si je le retrouve. C'est très très simple à retrouver. On fait une petite recherche Google, on tape différentes parties du bois, on tape du ramen et à côté il va nous sortir le mot. Au pire des cas. Mais bon, voilà, c'est des mots, c'est des étiquettes. Encore une fois, j'ai du mal à les retenir. Oui, il m'a piqué, j'ai pas dit aïe parce que voilà. J'avais oublié qu'il était là, sur mon chemin. Un gros œil à macro. Quelques petites épines. Sympatoche. Donc j'en reviens à mes moutons, encore une digression, c'est pas possible. Que je voulais parler de jardin, je vais en finir une digression. Tout ça, ces nutriments-là, quand on le met en broyat, donc en BRF pour l'année, ces nutriments-là vont retourner dans le sol et vont aider nos petites plantes, nos petites graines à germer. Mais c'est vraiment très 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 pauvre en nutriments. Du foin à côté, c'est beaucoup plus nutritif. Mais c'est surtout que ça contient des sucres. Et hop là. Surtout que ça contient des sucres. Et les sucres, c'est surtout bon pour ce qui vit sous nos pieds. C'est les champignons qui adorent le sucre, c'est les vers de terre les animaux. Je dis les vers de terre à chaque fois, c'est un raccourci. On va dire que la masse, la biomasse de vers de terre dans un sol vivant, c'est un bon indicateur puisque ça reste relativement régulier. C'est plus ou moins un quart de la masse de la biomasse réelle. Donc tu prends 1 mètre cube de terre. Moi je vais pas m'amuser à creuser ma terre sur 1 mètre de profondeur, sur 1 mètre de large. Un carré d'1 mètre de côté. Mais tu t'amuses à passer tout ça au tamis, tu t'amuses à peser le nombre de vers de terre que tu as récupéré dans ton truc, et tu multiplies par 4 et tu as la biomasse de tous les trucs que tu sais pas voir. Parce qu'il y en a quelques-uns qu'on sait voir, les cloportes, les scolopendres, les fourmis, j'en passe des meilleurs. Mais il y en a des tout petits, des eucaryotes, des procaryotes, des bactéries, des champignons, des ifs de champignons, enfin voilà, plein de petits bouts de racines, de graines en dormance et compagnie. Tout ça c'est de la biomasse et ça apprécie la nourriture en règle générale pour démarrer une belle saison. C'est pas du vivant ça. Bon, récolte de chou rave, on a manqué de les pailler comme il faut cette année, donc je pense que ça va monter en graines pour ceux qu'on laissera sur pied. Et choux cabu pareil. Je crois que c'est des choux de cabu, c'était des choux de Milan peut-être, je ne sais plus l'année dernière. Il faudrait que je revérifie sur le plan. Pas grande importance, ça va déménager cette année. Ça va être planté ailleurs et les choux, on en fait beaucoup, mais il y en a beaucoup qu'on arrive bien et d'autres qu'on arrive aléatoirement bien ou mal. Donc est-ce que ça vient de la météo, est-ce que ça vient de nous? J'aurais tendance à dire que ça vient de nous, de notre terre ou de notre façon de faire. Parce que c'est quand même assez régulier que ça monte sur haute tige comme ça et que ça pomme pas. Malgré tout. Là on fait un petit peu d'amendement calcique avec de la coquille d'œuf ou des trucs comme ça. Ça a l'air de marcher un peu mieux. Surtout sur les choux frisés, ça par contre. Ça... Les choux qui pomment pas, on y arrive bien. Les choux-fleurs, on y arrive pas mal. Donc choux-fleurs, brocolis, choux romanesco. Mais les choux paumés, c'est une gymnastique. On en a eu des très très beaux, même l'année dernière. Mais ceux-là, cette planche-là, pas trop quoi. Ils sont pas vilains, attention, ils peuvent encore paumer, mais j'ai plus l'impression que là ça va finir en graines ou en nourriture pour poules. Si on leur laisse pas le temps. Je sais plus ce que j'ai prévu de planter là à la place. Voilà. Donc pour en revenir à mes moutons, à mon BRF, quand vous avez du broyat, alors déjà c'est du feuillu que je parle. Parce que le feuillu fait des stocks pour les branches et les feuilles et les fleurs de l'année suivante en automne.
tout ce qui a feuilles caduques, tout ce qui est résineux déjà, ça garde toute l'année des feuilles de la verdure, donc toute l'année il y a de l'énergie disponible pour des nouvelles feuilles, enfin, des nouvelles épines. Donc ça ne fonctionne pas pareil. Et ensuite tout ce qui est broyat de bois, ou des écorces qui servent à mettre en décoration pour éviter que ça monte en paille, etc. Mais le broyat de bois, comme je disais, ça contient du duramène, du vieux bois dur sec. Donc à part du carbone, ça apporte rien, mais en plus de ça, ça contient des tanins. Comme je disais, ça évite aux champignons de se développer dans le bois, donc ça va aussi les éviter de se développer dans mon terrain. Ça va pas trop dans le sens que j'ai travaillé ces dernières années. Donc ça peut servir par contre, c'est à peu près droit, ça peut servir de structure, de tuteur, de poteau, de perchoir pour un rapace, enfin voilà, il y a plein d'utilisations possibles et inimaginables. Les petites branches latérales, celles qui font le plus de ramifications, je vais les garder pour mes petits pois que j'ai toujours pas tutoré, il n'y a pas d'urgence. Je vous avais dit que je vous incrusterai peut-être en image sur la vidéo, mais il s'est mis à pleuvoir juste après, donc j'ai arrêté mes travaux sur les petits pois. J'ai juste fini rapido de tasser la ligne. Une petite visite, ça coûte rien. Je n'ai même pas rangé mon bac vide. Cochon. C'est ce que je disais. Il y a des bestioles qui voient des petits pois et qui ne peuvent pas s'empêcher de tirer dessus en se disant miam miam. Sauf que ils sont déjà germés, ils sont plus à leur goût. Mais ils ne les replantent pas après avoir fait le saccage. C'est à ça que ça va servir, hein, les branches, entre autres. Servir d'obstacle. Ça c'est principalement, je pense, de l'animal à plumes qui fait ce genre de... Pas mal de pigeons, de merles. Enfin, ouais. La volaille en général, du volatile. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se porte pas trop mal. Il y a eu un petit stress hydrique, on voit les feuilles, elles sont un petit peu... Mais encore, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, c'est vraiment très léger. Je le vois en direct. Les feuilles sont un petit peu recroquevillées sur elles-mêmes. Il y a eu un petit stress hydrique au démarrage. Mais je m'en fais pas plus que ça, parce que la terre est quand même assez humide. À peine que je la trempe, ça colle au doigt. Toujours riche en argile malgré l'apport en biomasse. Quelques petits rumex qui repartent. Ce que j'aime bien, c'est quand tu tires ton rumex et qu'il vient comme ça. C'est un petit, celui-là. Là, je pense que c'est un plus vieux. Je pense que je vais m'amuser autrement. Il fait déjà de la feuille depuis le dernier arrachage. Je pense que c'en est même une racine pour deux. Oh écoute. J'ai failli tomber, mais... Bon, elle a cassé la racine, donc il repartira. Il n'est pas totalement mort. C'est pas la plus grosse racine que j'ai tirée à une seule main de mon sol. Une fois qu'il a été travaillé comme il faut, c'est-à-dire pas par un outil. Les vers de terre l'ont bien fatigué. Là, c'est dans l'allée, je pense que je vais avoir plus de mal. Et encore. Ah si, ça a tendance à vouloir casser. Mais bon, voilà. Chop and drop, ça c'est de la mélisse. Très invasif aussi. Alors, j'ai un doute si c'est un chien dent ou si c'est les blés que j'avais semés. On dirait peut-être bien quand même que c'est les blés qui ont talé. Est-ce que c'est un chien dent? Ce serait plus vraiment des touffes comme celle-là. Des tirés gras, comme on dit. C'est des poireaux, il n'y a pas de doute possible. Mais c'est vrai que des fois, quand t'as un poireau, tu te dis, c'est pas bien gros, hein, pépère.
Je vais mettre une petite taille. Oui, j'ai un petit peu de verre de poireau. Enfin voilà. Hein. Après, comme vous voyez, le BRF, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus présent sur mon sol. C'est principalement de la paille, du foin et des êtres vivants. Là, ça... Non, c'est quand même du chien. Alors, je pensais que c'était peut-être du blé, mais non. Vu le chignon que ça fait quand on laisse pousser. Mais voilà, ça part tout seul. Hein. Ah, une vieille patate. Pas nettoyée. Et un petit patatoïde qui peut repartir. Bon. Il y en a d'autres, hein, même dans le terrain là, j'ai déterré quelques patates, quelques petites grenailles, bah, je les remets en place, hein, c'est comme ça. C'est pas un petit pied de patate par-ci par-là sur la planche qui va pourrir mon design, au contraire. Il n'y a quasiment pas de solanacée prévu sur... il n'y en a pas du tout en fait. Donc il n'y aura pas de concurrence. C'est quand même des beaux petits... belles petites tiges quoi. Bon, c'est peut-être mon blé que j'ai mis en engrais vert celui-là quand même. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon. Les racines elles y restent ou pas. Là tu vois il y a une petite ortie au pied. Donc d'abord on arrache le chien-dent. En général ça fait venir la racine d'ortie qui est prise dedans. Ça fait partie de ces associations, hein, le chien-dent. L'ortie elle aime bien. Ça lui permet quand on arrache sur l'ortie, ben, que si le chien-dent il reste en terre, ça se casse. Et ça lui fait sa sauvegarde quoi. Ça c'était tentative, j'ai envie de dire presque ésotérique. Chasser les rongeurs du terrain. Ils s'en foutent qu'il y ait un piquet avec un bout de métal qui fasse du bruit dans le sol. Ça leur fait de la musique, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Ils aiment bien s'ambiancer avec ça. Bon voilà. Au moins quand je fais une visite et que les gens me demandent à quoi ça sert, je dis ben voilà, ça sert à ça et ça marche pas. Pourquoi vous continuez de le faire? Ben pour en parler. Ça marche pas. Après, il faudrait... C'est pas des expériences... Voilà, je suis pas en train d'écrire une thèse non plus sur le truc, donc... Je devrais. Expérience témoin avec et sans, mesurer le nombre de... Piéger le nombre de rats taupiers dans une partie et dans une autre. Il faudrait faire ça sur 2 allées, l'une à côté de l'autre, et... sur plusieurs allées. Expérience témoin et compagnie. Bon. Non. Pas envie de m'embêter. Donc j'en profite quand je me suis fait la critique de faire ça. Je ramène ça à côté de mon champ de travail où j'ai encore un petit peu de bois à couper hein, pour apporter de la lumière ici. Et ouais. Peut-être envisager d'aller acheter une lame pour ma scie à branche. Ce serait peut-être même encore plus rapide qu'autre chose. C'est dommage, hein, parce qu'elle a encore... Ouais, peut-être même plus vite fait d'en racheter une toute faite. Comment c'est de la récup, hein, c'est fatigué ces trucs-là. Ça a des avantages d'être gratuit, mais ça a le désavantage d'être vieux. C'est pas pour rien que les gens s'en débarrassent au départ. Hein. Mais bon, ça se retape toujours. Ça sert toujours. Voilà, un beau morceau qui m'attend là. Donc on fait toujours attention, sécurité. Travaille avec des sangles. Par exemple, si je veux que mon arbre il tombe de ce côté-là, je lui mets une corde, une sangle, je l'attache au pied d'un autre arbre là-bas, on met sous tension, on coupe le petit V là en dessous, on coupe droit au-dessus, comme ça l'arbre il tombe vraiment du côté où c'est tendu et là où le petit V, hein, c'est ça que je disais, on fait une attaque en dessous de là où on veut vraiment couper. Donc c'est d'abord une attaque en V. Que quand on coupe là, qu'il n'y ait plus rien qui tienne, l'arbre il bascule de ce côté-là. Ça permet d'avoir un peu le contrôle. Et la sangle derrière va vraiment éviter que ça nous tombe dessus. Faire gaffe, alors des fois quand ça casse, l'arbre il peut tomber comme ça, mais il peut perdre équilibre et tomber comme ça. Donc pas se trouver sur l'axe où ça peut glisser. Ni en dessous, ni derrière. Toujours sur le côté.
Et on garde toujours un œil, et sur le pied, et sur la branche. Comme quand on est en voiture, hein, on fait les allers-retours, on garde un œil, toujours conscient que si ça se casse, des fois ça peut se casser en pointe, et si ça tombe vers toi, ça peut se planter. Ça fait jamais plaisir, que ce soit dans la cuisse, dans le ventre ou dans l'œil, ou dans le bras, ou même sur un doigt. Hein, ça fait toujours mal. Si on peut éviter de se faire mal, c'est mieux. Et si vraiment vous avez peur, ou si vous pensez pas avoir assez de connaissances pour attaquer ce genre de truc, attaquez-vous à des petits morceaux, comprendre comment ça se comporte. Et je vous rassure, ça se comporte pas tout à fait pareil sur les plus gros morceaux. Hein. Il y a forcément des différences. Mais déjà, au moins, on comprend la texture, on comprend mieux le bois, comment il est fait. Là, il n'est pas trop mal coupé, on voit à peu près ses cernes. 2, 3, 4, 5 ans. Hein. C'est la taille, l'âge du pied à peu près. Et là, il doit avoir 6-7 ans, je ne sais pas te dire. Enfin, le pied, cet arbre-là, il était là quand on est arrivé, ce pied-là. Le pied principal. Et ça, c'est poussé après coup qu'on est arrivé. Ça faisait à peine 1,50 m, 2 mètres de haut hein, quand on est arrivé il y a 6 ans. C'est une belle bête, ça pousse vite. Mais bon, c'est pas un arbre fruitier, c'est un arbre à biomasse. Et à piquer. Beau piqué. Bon, c'est pas... ça c'est un châtaignier, ça fait des beaux piquets imputrescibles. Ça c'est le top. Lui on va déjà attendre qu'il donne des châtaignes avant de s'amuser à le couper pour faire des piquets. Hein. Un petit noyer qui pousse, ça va produire des fruits, ce serait pas mal. Bah, c'est pareil, hein, si je fais tomber la branche, je m'assure à ce qu'elle ne tombe pas sur des arbres. Les petits choux, bah, c'est dommage si j'en perds, mais voilà, pas grave. Si ça tombe sur mon noyer qui a déjà, je crois il a 5-6 ans. Hein. Je ne saurais pas trop dire, ou sur ce châtaignier qui a 1 ou 2 ans de moins. Bah, ce serait quand même assez dommage. Tout ce temps perdu à avoir laissé pousser un arbre. Puis là après, oui, si, ça c'est des arbres à salade, je pense les feuilles. Comme ça que je les appelle, mais ça porte un autre nom. Tilleul, voilà. Tilleul à large feuille, pour être plus précis. C'est pareil, ça quand ça fera des petites fleurs en été, on sera content de faire la récolte. Les abeilles aussi. En général, elles se shootent à ce truc-là. Tilleul, quand tu observes ça au printemps-été, quand elles sont en fleurs, là, tu peux regarder au pied, il y a des abeilles qui se roulent par terre tellement elles sont shootées au nectar de tilleul. Voilà, bon. Il y a encore un peu de boulot, donc je vais vous laisser. Mine de rien. Je suis pas fini. Alors celui-là, il part du côté droit, pile poil sur mon noyer. Je sais pas si ça se voit bien là. Ça a un G3D. Donc le but du jeu, ça va être de le faire tomber plutôt pile poil sur ce deuxième charme. Là c'est pareil, c'est des petits arbustes qui sont pas bien importants. Qui poussent tout seul et très vite. Donc je vais plutôt faire mon V pour la coupe. Il a tendance à vouloir partir par là pile poil sur le noyer. Si on laisse la gravité faire. Donc là je vais faire un V assez important. Au moins jusqu'à la moitié. Je vais couper ça et ça. Je laisse cette profondeur là. Et je vais tailler là au-dessus de la branche. Le petit chicot là. Je vais le tailler là au-dessus. Par derrière donc. Hein, si je fais le V là devant. À l'opposé, j'attaque. Et ça va vouloir tomber. D'ailleurs je vais le sangler sur ce pied là. Ici, clac. Un aller-retour. Ça va vraiment tomber dans cette direction à lui. Voilà. Là sur ce, bonne préparation, bonne saison. Faites attention à ce que vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt.